Bonjour, bienvenue à Regard sur les technologies d'intervention en dépendance. On vous propose un dossier de 5 épisodes qui explore ce qui se fait au Québec au niveau des interventions de prévention et de réadaptation avec les nouvelles technologies dans le milieu de la dépendance, avec ou sans substance. L'intervention à l'aide des nouvelles technologies est un sujet qui suscite l'intérêt de l'équipe de recherche Hermès, l'Institut universitaire sur les dépendances, l'Association des intervenants en dépendance du Québec et l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Réunis au printemps 2021 lors d'un symposium sur le sujet, ils ont eu envie de poursuivre la réflexion en proposant ce dossier de balado. Tout d'abord, un peu d'histoire. La télépratique s'est d'abord développée dans le domaine de la médecine. Au Québec, dès 1990, des professionnels de la santé qui voient le potentiel des nouvelles technologies mettent en place des services de télépédiatrie au CHU Sainte-Justine et au CHU Laval. Ces groupes ont plus tard fusionné et ajouté à leur service la clientèle adulte pour devenir le Réseau québécois de télésanté, RQT. Cette instance a surtout eu le souci de développer des guides d'utilisation des services de télémédecine répondant aux besoins des personnes soignées et des soignants, mais nous en sommes encore aujourd'hui à définir quelles sont les meilleures pratiques d'utilisation. Par rapport à l'offre de services en dépendance avec ou sans substance, quel est l'état des lieux sur le plan de l'utilisation des technologies dans l'intervention? On commence par écouter Myriam Foisy, ergothérapeute à la clinique de toxicomanie du CHUM, qui aborde l'utilisation des technologies par le réseau public de la santé et des services sociaux. Avant la pandémie, l'utilisation de la technologie, on n'était vraiment pas encouragé à le faire, ou en tout cas beaucoup moins. Je me souviens, même quand j'ai commencé à travailler, on me proposait même de mettre des limites, de mettre des cadres, puis de pas faire d'intervention téléphonique pour vraiment favoriser les rencontres en présentiel, les contacts humains. Fait que ouais, non, c'était vraiment un autre rapport à la technologie. Je crois que le seul apport technologique qu'il y avait dans mon emploi au début, c'était comme pour donner des formations à des personnes comme dans des régions plus éloignées. Puis même là, on préférait toujours les formations en présentiel pour qu'on puisse échanger sur les heures de dîner. Fait que, ouais. Non, c'était vraiment pas présent avant. Dans le réseau public, l'accès aux technologies avant la pandémie était rare. Frédéric Grondin, ARH au Centre de réadaptation de Québec et psychologue-chercheur, s'intéresse à la télépratique depuis plusieurs années. Il explique l'évolution du réseau public. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé en 2015. Dans le fond, ça fait en sorte que ça fait déjà longtemps que j'étudie ça, la télépsychothérapie, que j'en parle en congrès. Il m'arrivait d'en parler à des cliniciens. Puis c'était drôle parce qu'avant la pandémie, souvent, la réponse que j'avais, c'est c'est pas mal intéressant les travaux. Puis je pense pas que ça va s'appliquer à moi parce que je risque pas de faire des rencontres par vidéoconférence ou en ligne de façon générale. Puis là, est survenue la pandémie de COVID-19. Puis tout d'un coup, ce qui était plus marginal est devenu un peu à l'avant-plan. L'intérêt a vraiment explosé pour en savoir plus sur ce type de suivi-là. Fait qu'effectivement, là, je me suis retrouvé vers la fin de mon doctorat à avoir en même plusieurs connaissances qui étaient actuelles finalement, là, parce que tout le monde transitionnait à des suivis par vidéoconférence. Et c'est quoi les freins principaux que la pandémie a permis de souffler, d'enlever par rapport à l'utilisation de la télépsychothérapie? Oui, mais ça, c'est déjà une bonne question, là. En fait, initialement, c'est pas tous les postes informatiques utilisés par les intervenants qui permettaient de faire des rencontres en ligne. Tout le monde avait, ou à peu près tout le monde avait un téléphone. Mais de là à avoir une caméra puis une connexion Internet assez stable, ou même le fait que les CIUS aient accès à des outils de téléconsultation. Présentement, je sais qu'on utilise Microsoft Teams souvent dans les services publics. De s'assurer finalement d'avoir accès à ces plateformes-là, c'était pas fait avant la survenue de la pandémie. Fait que c'est certain que dans les premiers mois, pour avoir connu des gens qui étaient dans les réseaux publics à ce moment-là, le premier réflexe a été de transitionner au téléphone, mais plus tard, en fait, le temps de mettre en place les outils qui permettaient de faire des séances en téléconsultation. Fait que, de toute évidence, en tout cas, en date d'aujourd'hui, la plupart des intervenants ont accès à un poste informatique qui leur permet de réaliser des séances en vidéoconférence, mais c'était pas le cas avant. Ça, c'est certain que c'est un des freins
principaux qui ont été dépassés par le contexte de pandémie de COVID-19, c'est certain. Puis en plus, la question reste ouverte sur le niveau d'usage futur là, de cette modalité-là, surtout en fonction de ce que les gens à différents niveaux ont constaté quant à comment ça se déroulait, puis l'efficacité de ces rencontres-là, etc. Dans certains organismes communautaires, l'utilisation des technologies était présente avant la pandémie. Il y a Tel Jeune qui propose un service de clavardage depuis 2011 et par texto depuis 2013. D'autres organismes, comme le groupe Réseau, ont déjà adapté leur service aux nouvelles réalités technologiques. C'est aussi le cas chez Drogue, Aide et Référence. Maxime Miranda nous en parle. En fait, c'était un drôle d'hasard, mais on a lancé le clavardage la journée du déclenchement de l'urgence sanitaire, en fait, donc le 12 mars 2020. Évidemment, on ne l'a pas prévu comme ça. Donc, on n'a pas d'expérience de clavardage pré-pandémie. Bien sûr, on s'est préparé au déploiement du clavardage avant la pandémie. Donc, on a peut-être ça en tête, mais on n'a pas vécu de clavardage avant la pandémie. Mais depuis 2 ans, c'est ça, on a le clavardage. On a débuté avec Jeux, Aide et Référence, en fait. C'était dans la foulée là, de la refonte du site web de Jeux, Aide et Référence qu'on a intégré le clavardage sur cette plateforme-là. C'était une façon pour nous de tester un peu, préparer aussi tranquillement nos équipes, voir s'il y avait une demande, si c'était un service qui allait être utilisé. Puis après ça, vers le mois d'août, le mois de septembre en 2020, on a lancé sur Drogue, Aide et Référence par la suite. D'accord. Et c'était quoi votre motivation à créer cet espace de clavardage-là? C'est quoi qui a initié la volonté de faire ça? Mais pour nous, c'est vraiment la motivation, c'était d'aller de rejoindre des clientèles, des personnes qu'on rejoignait pas ou moins, notamment les jeunes. Donc, c'était d'aller diversifier nos portes d'entrée, finalement, là. Finalement, les portes d'entrée vers notre service. Puis vraiment, c'est ça, faire en sorte que ce soit plus pratique pour certaines personnes de nous rejoindre. Puis, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a plusieurs forces qui sont associées à la modalité du clavardage, plusieurs avantages, notamment en termes d'accessibilité, justement, par le fait d'être sur Internet, puis tout ça. Donc, dans la discrétion aussi, là, de pouvoir parler avec un intervenant de manière plus subtile ou incognito. Donc, c'était, à l'origine, c'était nos motivations, là, dans c'est ça. On a déjà cette habitude de travailler avec la technologie. Si on peut parler du téléphone comme étant une technologie, c'est une ancienne technologie, mais c'est quand même une modalité d'intervention qui est différente. Là, on rencontre pas les gens en personne, en face à face, même pas par visioconférence. Donc, déjà d'avoir cette expérience-là d'intervention, d'avoir développé notre expertise d'intervention pour intervenir sans le non-verbal d'une personne, c'était comme logique pour nous de poursuivre avec le clavardage par la suite, là. Puis ça venait vraiment, comme je disais tout à l'heure, avec la refonte du site Internet de Jeux, Aide et Référence, d'aller vraiment moderniser finalement nos outils, nous rendre plus visibles. Au centre Waban, qui accueille en thérapie fermée les individus des différentes communautés autochtones francophones, on utilise les technologies surtout dans une optique de prise de renseignements en préadmission et de maintien du lien après un séjour dans leur organisme. C'est ce que nous explique Christine Jean, qui en est la directrice. Est-ce que, avant la pandémie, vous utilisiez les nouvelles technologies pour faire de l'intervention? Pour faire de l'intervention, pas vraiment, parce qu'on trouve qu'on manque un lien qu'il faut qu'il soit créé avec nos usagers qui est plus difficile à avoir en utilisant cette technologie-là. Par contre, c'est utilisé pour prendre des renseignements. La préadmission, là, quand les gens appellent puis qu'ils ont besoin, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Mais quand on rentre vraiment au niveau de l'intervention ou dans le dossier plus personnel de la personne, on favorise pas l'utilisation là, des médias. Là. Ben nous, on utilise Facebook. C'est très populaire chez les Premières Nations. Donc, c'est un média qu'on utilise, mais on se garde pas une réticence, mais comme une petite gêne là, d'aller trop loin dans notre intervention avec ça.
côté de la recherche universitaire, des équipes travaillent depuis quelques années à l'élaboration d'applications mobiles d'intervention. D'autres, comme celle d'Hermès, une équipe de recherche s'intéressant entre autres aux jeux de hasard et d'argent et à l'utilisation d'Internet, se questionnent sur les enjeux de l'utilisation d'outils technologiques dans l'intervention en dépendance. Valérie Van Mouric, travailleuse sociale et clinicienne-chercheur au sein du groupe, nous fait part de certaines interrogations. Ben oui, on a réfléchi aux technologies dans l'intervention. C'est sûr qu'il y a un engouement. Je pense qu'il y a de plus en plus d'initiatives dans ce sens-là. Même dans le plan d'action interministériel en dépendance, on parlait des nouvelles modalités d'intervention, des nouvelles technologies qui devraient être explorées. Puis aussi le fait que le principal partenaire lors des interventions, c'est la personne. Puis ça peut être une façon d'engager les gens dans leur traitement. Je pense qu'il y a aussi tout un intérêt là, autour des manuels d'auto-soins. Donc, de dire, est-ce qu'il y a une partie qui pourrait se faire en ligne? Ça pourrait être plus accessible. On pourrait rejoindre des gens qui ne demanderaient pas de service. Ça serait justement accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais en même temps, on ne veut pas aller trop vite. On veut réfléchir à c'est quoi ces enjeux-là. C'est sûr que tout de suite, quand on pense aux enjeux, on pense à la confidentialité, à la protection des données personnelles, tout ce qui est le big data, mais aussi d'autres enjeux en lien avec est-ce que le cadre peut-être préétabli de ces interventions-là en ligne, ça peut venir limiter la compréhension du problème ou amener à surresponsabiliser l'individu, par exemple. Alors ça fait partie des enjeux qu'on se questionnait dans Hermès. C'est sûr aussi que toutes ces applications-là, on est déjà surengagé en lien avec les technologies qui se disputent un peu notre attention. Bien, il va y avoir les mêmes enjeux au niveau d'attirer, d'engager, de retenir les gens sur des applications pour leur santé, mais des gens qui sont peut-être beaucoup en ligne, vu que notre objet de recherche, c'est des gens qui ont possiblement une dépendance aux écrans ou encore qui utilisent les jeux de hasard et d'argent, mais en ligne. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait renforcer leur dépendance. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on se questionnait puis que ça nécessitait qu'on fasse cette journée-là de symposium en 2021. Puis c'est sûr aussi que le contexte de la pandémie, c'est venu un peu accélérer cette réflexion-là. On n'a pas eu le choix de se revirer de bord dans le réseau, de faire des interventions en ligne, d'aller vers Teams, d'aller vers Zoom. Mais on n'était pas nécessairement préparés. Hein. Ça a vraiment sollicité les capacités d'adaptation des intervenants. On n'a pas eu beaucoup de temps pour la réflexion. Puis moi, une des réflexions qui m'a vraiment interpellée, c'est au niveau de la place qui est donnée à l'appropriation de l'auto-efficacité chez les usagers, qui puissent devenir partie prenante de leur traitement, qui puissent avoir plus de place à l'empowerment, qui puissent faire des choses de leur côté, par exemple, qui puissent lire, peut-être faire certaines choses, puis revenir à leur intervenant. Je pense que ça peut être une belle complémentarité à l'intervention. Mais c'est sûr qu'on a toujours cette préoccupation-là en lien avec la confidentialité. Alors, c'est ça. Je trouve que c'est un sujet qui est complexe et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on s'arrête puis qu'on fasse une réflexion plus poussée. Concernant les personnes qui bénéficient des interventions, comment perçoivent-elles les enjeux, les freins et les possibilités qu'apportent ces nouvelles pratiques? Par exemple, est-ce que la confidentialité est importante pour eux? Voici les réponses d'Olivier et Madison, avec qui j'ai eu des suivis infirmiers par téléconsultation au sein d'une équipe TAO. Et est-ce que la question de la confidentialité, là, d'être sûr que le suivi que tu vas avoir va rester confidentiel, là, que ce soit en téléconsultation ou en personne, c'est un enjeu pour toi, ça, ou pas? Ça dépend vraiment de comment que tu es placé dans la vie, là, je pense. Tu sais, exemple, moi, ça me dérange pas vraiment parce que je m'en vais travailler dans la construction. Mais exemple, quelqu'un qui exerce un métier un petit peu plus, je voudrais pas nécessairement que ça vienne par se faire savoir, tu sais, qu'il prend peut-être un traitement de substitution, mais genre, c'est sûr que on pense pas nécessairement à ça, là, que nos informations puissent se faire intercepter ou whatever, mais sinon, moi j'ai
toujours confiance, que ce soit par téléphone ou que ce soit en présentiel. J'ai pas peur avec ça, avec la confidentialité. Est-ce que tu t'es déjà questionné en envoyant des textos comme ça sur la confidentialité? Non. Mais dans les moments que je t'envoyais beaucoup de messages la fin de semaine, j'étais beaucoup dans l'émotion. Puis, aussi, c'est comme tu disais tantôt, pour la confiance, je t'ai toujours fait confiance aussi. L'utilisation de ces nouvelles technologies ouvre de nouvelles avenues d'intervention et force à s'interroger sur la confidentialité, la sécurité, mais aussi sur l'acceptabilité et l'accessibilité. Ces thèmes traverseront tous les épisodes de cette série. Le prochain épisode portera sur la téléconsultation. Le suivant abordera le clavardage et les forums de discussion. Le 4e présentera quelques applications mobiles d'intervention et le dernier épisode de la série sera consacré spécifiquement à la question de l'accessibilité. Vous avez entendu Myriam Foisy, Frédéric Grondin, Maxime Miranda, Christine Jean, Valérie Van Mouric, Olivier et Madison. Ce dossier est créé avec le soutien du groupe de recherche Hermès et de l'Institut universitaire sur les dépendances. Oreille extérieure et conseillère de contenu, Laurence Darcy et Valérie Van Mouric. À la réalisation, aux entrevues, à l'écriture, à la recherche et à l'animation, Maude Leduc-Préfontaine. À la création musicale, à la réalisation sonore et au mixage, Sébastien D. Tremblay. La série est conceptualisée et produite par la compagnie Les Murmures de la Méduse. Merci pour votre écoute. À bientôt.